C'est vrai que la première table ronde s'appelle « Comment restreindre l'usage de la voiture sans créer de fracture ». Pourquoi? Entre autres parce que, et Thierry Mallet le rappelle dans Voyage au cœur de la mobilité, le livre qu'il a publié tout récemment au Cherche Midi, si je me souviens bien, la voiture individuelle représente plus de 83% des distances parcourues par les Français dans leurs déplacements quotidiens. Et souvent, c'est le seul moyen de déplacement, et ça Jacques vient de le rappeler, qui est disponible ces personnes, notamment dans les zones périphériques. Mais le deuxième terme, c'est-à-dire le terme de fracture, va être aussi important pour nous dans les minutes qui viennent. L'actualité l'a rappelé à intervalles réguliers ces dernières années. Je pense évidemment à la crise des Gilets jaunes ou à ce que les confinements ont pu montrer sur la vie quotidienne des personnes qui exercent des métiers qui exigent leur présence physique, et notamment parmi eux les travailleurs de première ligne. Il y a encore plein d'autres exemples et d'enjeux. On va en parler. Je vous demande de les accueillir chaleureusement avec Emmanuel Dassa, qui est le maire de Brie-sous-Forges, que je vais inviter à prendre place ici, à Marie Chéron, qu'on peut applaudir également, responsable des politiques véhicules chez Transport et Environnement, Daphné Chamard, responsable mobilité inclusive et durable au Secours catholique, et ce débat est animé par Laetitia Bon-Écoute. Bonjour à tous et merci à vous trois d'être là pour débattre. J'ai presque envie de vous poser une première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de dire que c'est à l'échelle des bassins de vie qu'il faut développer les politiques de mobilité, sachant que sur 3 voitures qui circulent dans le cœur des villes des grandes agglomérations, une seule vient de la ville-centre et 2 autres de l'extérieur, soit de la petite couronne, la première couronne ou de la périphérie. Donc, qu'est-ce que, Marie, vous voulez répondre? Oui, ben, je crois que c'est assez évident. On sait qu'on a des flux qui sont organisés au niveau des territoires. Et effectivement, c'était quelque chose qui était dans la LOM, en fait. C'était écrit dans la LOM. Le titre 1 de cette loi qui a été promulguée en 2019, c'est un chapitre sur la gouvernance qui réorganise les compétences des collectivités pour que justement ces politiques soient organisées au niveau des territoires et que tous les territoires sont couverts. Donc ce n'est pas nouveau. C'est comme les RER métropolitains. C'était déjà dans la LOM. Emmanuel Dassa, j'imagine que Oui, vous bonjour n'allez à pas. toutes et à tous. C'est effectivement une question qui est particulièrement importante sur les territoires périurbains que je représente ce matin, puisque je suis maire d'une petite commune de 3500 habitants à une trentaine de kilomètres de Paris, loin de la ville-centre, puisque la ville-centre, ça reste Paris. Et je crois que l'évidence de la nécessité de raisonner les transports à l'échelle de toute l'aire périurbaine repose sur le fait que la personne qui a introduit le débat l'a dit. Finalement, il y a une grande partie de la population qui habite loin de la ville-centre. Et donc, l'offre de transport public, parce que c'est majoritairement de ça dont on parle ce matin, eh bien, doit aller chercher, alors pas devant la porte de chaque habitant, parce que ça pose des difficultés évidemment, mais au plus près de la porte de la majorité des habitants, pour que ces habitants puissent aller dans l'aire de travail, cette fois-ci, là où l'emploi est le plus présent. Et pour cela, parce que pour être au plus proche, il faudrait avoir si on s'arrêtait à une offre d'infrastructures lourde, ce serait absolument impossible pour les pouvoirs publics de la réaliser. Eh bien, je crois qu'il faut réfléchir et raisonner à des alternatives qui nécessitent moins d'investissement d'infrastructures lourdes. Et il y a des solutions qui existent. Alors justement, quelles sont ces alternatives à la voiture qui méritent d'être développées? Alors, je peux peut-être me permettre Oui. de garder le micro, puisque je crois que ce qui justifie ma présence ce matin notamment, au-delà du fait que je représente l'aire périurbaine de Paris, c'est le fait que la commune dont je suis le maire est la seule commune en France qui possède, et en Europe encore aujourd'hui, ce qu'on appelle une gare autoroutière. Alors, Brie-sous-Forges, personne ne connaît a priori, parce que c'est quelque part entre Saint-Arnaud-en-Yvelines, le péage qui défraye la chronique, et le pôle de transport de Massy-Palaiseau, où il y a le RER, très rapidement Orly. Et on est au milieu de cette autoroute, sans bretelles d'accès, et c'est quelque chose qu'on revendique du point de vue de la qualité de vie. Et à la fois, mes prédécesseurs, les élus à la fin des années 90, voyaient passer les voitures sur l'autoroute et se disaient, c'est quand même, on est à moins d'un quart d'heure de Massy-Palaiseau, et il faut, pour rejoindre le RER B, tout seul dans sa voiture, 30, 40, 50 minutes pour rejoindre Massy, le RER ou le bout de la ligne RER, Saint-Rémy-lès-Chevreuse et compagnie. Et mes collègues à l'époque ont dit, si on trouvait une solution technique pour mettre en place un arrêt de bus au milieu de l'autoroute, donc avec des quais de voyageurs, eh bien, on désenclaverait le territoire de manière absolument efficace. Alors, vous vous doutez bien que
ouvrir l'autoroute quelque part aux piétons, parce que c'était de ça dont il s'agissait, ça a soulevé des questions de sécurité, des questions, il a fallu convaincre les autorités de transport à l'époque. Et finalement, en 2006, après de longues négociations, on a inauguré la seule et unique gare autoroutière en France et en Europe, qui fait en fait Dourdan, peut-être que vous connaissez aussi Dourdan, qui est une ville médiévale en Essonne, Dourdan-Massy, en 25 minutes. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un arrêt entre Dourdan et Massy au milieu de l'autoroute, vous prenez le bus, et il y a 1000 passagers par jour aujourd'hui, plus de 1000 avant le Covid, parce qu'évidemment, il y a eu un rééquilibrage du travail et donc du transport, qui sont, et c'est le terme qu'on emploie, projetés de manière absolument efficace vers Massy et donc Paris. D'ailleurs, ce matin, je me suis pas demandé comment j'allais venir au journal. J'ai mis moins de 10 minutes de Brie-sous-Forges à Massy, et en moins d'une heure, alors que c'est 35 km à vol d'oiseau, j'étais au journal. Et ça a permis de désenclaver le territoire, ça a permis à une certaine frange de la population d'accéder, alors ça a été dit tout à l'heure aussi, à un foncier moins cher alors, pour pouvoir habiter. Alors évidemment, il y a une petite spéculation foncière qui s'est installée, parce qu'à partir du moment où vous mettez un transport aussi efficace à disposition des habitants, il y a une répercussion sur le foncier. Et à la fois, ce que moi je pense aujourd'hui, c'est que pour lutter contre l'habitant tout seul dans sa voiture, confortablement installé avec son autoradio, eh bien, il y a des solutions. Que l'autoroute A10 qui passe à Brie-sous-Forges, ce n'est pas la seule autoroute sur le territoire d'Île-de-France, mais aussi dans les territoires des métropoles régionales, et que donc ce modèle doit pouvoir être développé, multiplié, décliné, parce qu'il nécessite finalement, en termes d'infrastructure, que l'acquisition de bus. Alors aujourd'hui, au regard du succès, 10 ans après l'inauguration, on a inauguré avec la présidente de la région Île-de-France en 2017 une voie en site propre pour garantir le temps de trajet, parce qu'il y a quand même des embouteillages sur l'autoroute A10. Et là où on mettait entre un quart d'heure et 17 minutes en 2006, on met moins de 10 minutes aujourd'hui, quelle que soit l'heure, pour aller à Massy-Palaiseau. Et deuxième volet de l'évolution de ce service, eh bien, on a, victime de son succès, convaincu les autorités de transport dans les années entre 2019 et 2020, pile au moment de la crise du Covid, de passer de bus simples à l'intégralité de l'offre en bus double étage pour répondre à la demande. Il y a des solutions comme celle-là, c'en est une. Ça répond à une demande. Ça répond à une demande, et surtout, ça permet des investissements légers, entre guillemets, parce qu'une voie en site propre, c'est quand même plusieurs millions d'euros, mais accessible à la région Île-de-France et aux autorités de transport pour agir efficacement. Daphné Chamard, vous qui réfléchissez à tout ce qui est mobilité inclusive et durable, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme alternative? Ce genre de bus express, d'autres choses, des transports en commun, des parkings relais, quoi? Oui, effectivement, je pense que l'enjeu, il est aussi d'avoir encore une fois cette idée qu'aujourd'hui, hier, on se disait la voiture, c'est la solution, je pourrais aller partout, alors qu'aujourd'hui, la réflexion, elle est plutôt de se dire, finalement, selon les usages, selon les besoins, on doit avoir une palette de solutions. Et je pense que c'est d'autant plus important de le dire que finalement, le titre de la conférence, enfin, notre table ronde, c'est comment réduire l'usage de la voiture sans créer de fractures. Nous, ce qu'on observe, c'est que l'usage de la voiture, elle crée des fractures pour les plus précaires. Nous, ça fait des années que les bénévoles du Secours catholique et d'autres structures, bien sûr, accompagnent les plus précaires sur des problématiques de mobilité. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, le premier frein à la mobilité, il est d'ordre financier. Et ça a des conséquences importantes en termes d'isolement, en termes d'accès à l'emploi. Différents chiffres nous le montrent, un quart des Français qui a déjà refusé un emploi. Donc pour nous, on voit bien qu'il y a un enjeu à ne pas être uniquement sur du véhicule individuel, et bien effectivement sur du développement et de l'amélioration de l'accès au transport collectif. Ça, c'était vraiment la première attente qui était exprimée, nous, quand on a fait notre enquête mobilité. Donc améliorer l'accès au transport collectif en prenant en compte les problématiques des plus précaires, avec cette conviction que finalement, si on s'intéresse aux horaires décalés, aux contraintes, aux emplois du temps morcelés, en fait, ce sera bénéfique pour tous, puisque si on part des besoins des personnes plus précaires, on voit qu'on peut proposer des solutions qui sont du transport à la demande, du transport d'utilité sociale, effectivement des parkings relais.
Encore faut-il pouvoir avoir les moyens de supporter le coût de la voiture, parce qu'en fait, on en est là aussi, avec des vraies situations d'isolement. Tout à l'heure, on faisait référence aux Gilets jaunes. Nous, on avait organisé quelques débats suite aux Gilets jaunes. Et ce que nous disaient les personnes, en fait, c'est juste des problématiques du quotidien très simples. Quelques citations. En fait, dans la commune d'à côté, j'y vais en stop ou je me fais amener. Il n'y a pas de car pour amener la petite à l'école. Il n'y a pas de train. J'ai une vieille voiture. Si elle lâche, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc en fait, on en est là aussi, où finalement, ce modèle de dépendance à la voiture, elle génère des situations de privation qui font que les personnes en précarité restreignent leurs déplacements aux besoins justement juste essentiels. Et là, on ne parle même pas des loisirs ou autres. Donc effectivement, il y a vraiment cet enjeu à se dire comment on pense des modes de déplacement qui sont un peu différents. Je pense que l'exemple là, si c'est le seul en France et en Europe, on voit bien que malheureusement, on en est encore loin. Mais c'est typiquement ce genre de solution qui doivent être hybrides et puis prendre en compte des contraintes spécifiques et surtout faire en sorte de ne pas créer des ruptures dans le parcours, parce que ça, c'est une vraie difficulté qu'on voit, c'est comment on accompagne la personne sur l'ensemble de son parcours mobilité, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un trajet direct et simple, mais bien souvent, en fait, on a besoin, surtout quand on est précaire et qu'on ne choisit pas forcément son lieu d'habitation, de multiplier les modes de transport. Et dès lors, quand il y a des correspondances qui sont non optimales, on voit bien qu'on a un vrai frein à la mobilité. Et Jacques Lévy l'a soulevé, les gens qui utilisent leur voiture aujourd'hui, il y en a pour une part, ne la laisseront pas de façon évidente. Alors, comment finalement favoriser l'attractivité des transports collectifs en grande couronne? Marie? Favoriser l'attractivité des transports collectifs en grande couronne. Encore faut-il qu'il y ait des transports collectifs en grande couronne et qu'ils aient une pertinence, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir suffisamment de personnes. Alors il y a des initiatives qui sont assez intéressantes du type transport à la demande. Je pense qu'il y a un gros potentiel pour des services de voitures partagées, où la voiture devient le transport collectif de demain, finalement. On lui reproche aujourd'hui d'être utilisée de manière individuelle. Elle a sans doute un avenir si elle est beaucoup plus partagée. Et effectivement, aujourd'hui, on voit émerger un certain nombre de projets de partage et des initiatives menées par des startups comme Clem, par exemple, certains connaissent, et qui ont développé des flottes de voitures partagées avec des tarifs sociaux dans les zones périurbaines, et qui montraient qu'avec un accompagnement, c'est-à-dire une sensibilisation des personnes, aller les chercher, aller les faire tester, et finalement on se retrouvait avec des taux d'usage dans certaines zones périurbaines de grande couronne qui étaient assez intéressants. Ensuite, pour favoriser l'attractivité, je pense qu'il faut aller affiner le diagnostic social territorial, parce qu'on parle de fracture sociale territoriale, il faut bien regarder finement qu'est-ce qu'on a. Il y a des différences entre les populations, et souvent on a tendance à caricaturer le débat avec les bobos dans les centres, et puis les pauvres loin, et puis au milieu la zone périurbaine qui serait voilà. Et en fait, tout ça a peu de réalité quand on regarde dans les détails. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chercher à affiner le diagnostic et à bien mesurer les besoins. Et quand on regarde la précarité, Daphné en a parlé, pour avoir travaillé par exemple sur la précarité mobilité, on se rend compte qu'elle est multidimensionnelle, qu'on a à la fois ces questions de revenus. À un moment donné, le budget carburant va peser dans les ménages, sur le budget des ménages, il va peser parce qu'il y a une dépendance à la voiture. Il va peser d'autant plus quand on a un véhicule qui consomme plus. Et quand on a le passage à l'élec, on se rend compte que là, on peut avoir une espèce de saut entre des gens qui ont les moyens de se payer une voiture à l'électricité électrique, qui n'auront pas besoin de faire la queue quand il y a des crises sur les carburants, qui ne subiront pas les variations de prix, et puis les autres qui vont se retrouver coincés parce qu'il y a un obstacle à l'achat. Donc ça, c'est une autre dimension d'une précarité qui pourrait encore advenir. La précarité, elle est liée aussi aux distances à parcourir et qui sont contraintes. Donc je crois qu'il y a vraiment la nécessité d'affiner le diagnostic si on veut éviter les fractures et du coup aller un peu plus rapidement. Je finirai sur juste un point. Nous, il y a quelque chose qui nous a semblé intéressant, c'était la proposition de leasing social qui a été faite par le président de la République pendant la campagne, qui du coup, il y a un budget qui est prévu pour l'année prochaine, mais qui n'est pas énorme, parce qu'en fait, la question, c'est comment on fait
pour mettre en place un leasing social. Donc le leasing social, c'est l'idée de pouvoir donner en location à 100 € par mois un véhicule aux personnes qui sont des gros rouleurs, qui sont dépendants de la voiture. Parce qu'il y aura toujours une part de véhicules, de voitures particulières dans ces zones-là. Et donc aujourd'hui, on se retrouve coincé dans une situation où on se rend compte que c'est difficile de fournir les véhicules parce qu'il n'y en a même pas sur le marché. C'est difficile de donner à 100 € parce qu'aujourd'hui, les véhicules sont chers. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour cibler? Donc, je crois vraiment qu'il y a à travailler sur le diagnostic des mobilités, des besoins et des usages. Et là-dessus, on a encore du chemin à parcourir. Emmanuel Dassa, manifestement, votre bus express a du succès, mais est-ce que c'est pas parce que vous avez assuré une fréquence, une régularité, les bons points de coordination? Là, vous demandez un double bus pour pas qu'il y ait trop de personnes. Est-ce que ça, c'est pas des objectifs incontournables pour arriver à faire basculer effectivement? Et est-ce que dans votre commune, il y en a quand même qui continuent à utiliser leur voiture? Alors, il y a deux choses, parce que finalement, vous avez raison, pour que le transport soit attractif, il faut qu'il soit à portée de la main, ou presque. Et donc, on sait que le réseau d'infrastructures lourdes en étoile autour de Paris et en Île-de-France génère des zones d'ombre entre les lignes de RER et les voies de rabattement de bus. Et donc, la première chose, c'est que ce réseau, que ce soit des infrastructures lourdes ou plus légères, se densifie pour qu'on rapproche l'usager des moyens de transport. Effectivement, le deuxième volet pour que le transport soit attractif, c'est qu'il faut qu'il soit de qualité. Et dans la qualité, alors aujourd'hui, il y a plus d'exigences. On parle en ce moment de ce qu'on appelle la géolocalisation des transports pour savoir exactement que le bus arrive dans 2 minutes ou sur notre smartphone, on sait qu'il va arriver dans 2 minutes ou qu'on l'a raté, donc on peut marcher plus lentement. Ça, ce sont des choses qui se mettent en place et qui sont de l'ordre du confort. Mais à la fois, on sait aussi que le réseau d'infrastructures lourdes, lui, il est un peu vieillissant. Que sur les lignes de RER B et C, entre lesquelles nous, on est un peu pris en sandwich lointain, ont perdu de leur efficacité par rapport aux années 80. Et donc, il y a une nécessité de redonner une efficacité au transport public, d'avoir ce qu'on a sur la ligne de bus à Brissou-Forges, qui est une fréquence, une régularité, une qualité de service. Et le dernier volet, c'est qu'il faut qu'il reste accessible financièrement. Puisque aujourd'hui, il ne vous échappe pas qu'on est en plein débat sur le prix du pass Navigo suite aux décisions des députés et des sénateurs de ne pas augmenter le reversement mobilité. Et donc la région Île-de-France se demande bien comment est-ce qu'elle ne va pas pouvoir augmenter. Donc ça aussi, c'est un débat, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, quand on leur dit ça va être 90 € le pass Navigo, on prend le bus avec le pass Navigo à Brissou-Forges, malgré la distance, eh bien, ils ne pourront plus. Et donc, il faut trouver l'intervention publique nécessaire, que ce soit au niveau de l'État, de la région, d'un report que je ne souhaite pas, au niveau des collectivités locales, pour maintenir l'accessibilité financière des transports à toutes et tous, et pas seulement à une partie de la population, parce qu'on crée des ruptures d'égalité. Et que le transport en commun ne doit pas être à l'origine de ruptures d'égalité. Et pour cela, oui, efficacité, accessibilité, confort doivent être les maîtres mots. J'allais dire, j'ai envie de vous poser quand même une question suite à l'annonce de Macron. Est-ce que finalement, renforcer les RER, ça va favoriser un vrai report modal? On l'espère. Effectivement, en fait, c'est encore une fois, comme le disait Marie, c'est pas nouveau. C'est aussi la LOM qui nous incite à réfléchir en termes de bassin de vie, de mobilité. On a d'ailleurs dans la LOM, ce qui est intéressant, ce qui n'a pas du tout été repris, mais on a quand même un article qui demande à la région et au département de copiloter un plan d'action mobilité solidaire à l'échelle des bassins de vie. Donc on est déjà bien là-dessus. Et puis les RER, ça s'inscrit aussi dans un contexte des zones à faible émission, dont on aura, j'imagine, l'occasion d'en parler, où en fait on se dit que finalement la première crainte, c'est quand même pour toutes les personnes qui sont en dehors de ces territoires.
Donc les RER, bien sûr, s'ils sont bien pensés et s'ils répondent finalement à ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire en fait être accessibles financièrement, parce qu'il y a aussi nous cet enjeu-là qui est important, hein, la mobilité, alors tout confondu, mais c'est le troisième poste, enfin en tout cas type d'aide financière distribuée au secours catholique. Bien sûr, ce qui plombe le budget, c'est le carburant, mais quand même, en fait, on a cet enjeu-là. Et puis, voilà, faire en sorte que, grâce à des diagnostics précis, on est bien aussi sur des horaires, sur des fréquences qui correspondent aux besoins et aux usages des personnes. Justement, je rebondis, les fameuses ZFE, zones à faible émission, qui sont souvent mises sur la ville-centre ou en tout cas un peu élargie, ne risquent-elles pas d'évincer finalement des villes-centres ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir, de s'acheter un véhicule propre? Bon, forcément, voilà, on complétera. Effectivement, nous, en tout cas, les personnes qui sont en dehors de la ZFE, c'est clairement la première crainte des personnes, enfin en tout cas des équipes du Secours catholique. Je vous donne l'exemple des équipes qui travaillent dans le Puy-de-Dôme, donc autour de Clermont-Ferrand, qui sera dans quelques années une zone à faible émission. En fait, elles se disent, aujourd'hui, à Clermont-Ferrand et sa très petite couronne, on a le centre hospitalier, on a les 3 antennes de Pôle emploi pour le département, on a les services administratifs, et en fait, tout autour, eh bien, les gens utilisent la voiture. Donc ça, c'est évident que c'est une crainte importante, d'autant que ces personnes les plus précaires, elles sont souvent, on vient de le voir, dépendantes de la voiture et détentrices d'un véhicule ancien. Le chiffre est assez effarant, hein, mais 38% des ménages les plus pauvres ont un véhicule critère 4 ou 5, contre 10% parmi les ménages les plus riches. Donc il y a un véritable enjeu, effectivement, face à ces personnes. Cela étant dit, ça ne doit pas être un appel finalement à se dire on ne fait rien parce que les personnes en dehors des ZFE, elles vont être exclues. Et pour là, je pense qu'il faut aussi être très vigilant à ce qu'on ne crée pas une espèce de double peine, c'est-à-dire où en fait on aurait une ZFE très limitée pour pas trop déranger, mais qui de fait en termes d'impact sur la qualité de l'air bénéficierait que aux personnes qui sont dans le centre urbain. Et puis ceux qui sont autour, et donc eux, ils ne peuvent plus utiliser la voiture, et en plus, ils ne bénéficient pas des impacts positifs de la ZFE, parce que c'est un enjeu de santé publique. Et encore une fois, les plus précaires, on sait que ce sont souvent les plus exposés à la pollution de l'air, parce qu'ils vivent souvent près des axes routiers qui sont énormément pollués. Donc il y a aussi cet enjeu de se dire, effectivement, il y a une crainte d'exclusion, mais pour autant, il ne faut pas s'arrêter là. Et donc, il faut penser des zones à faible émission qui sont en fait l'occasion de repenser la mobilité sur le territoire. Et donc, avec cette triple objectif qui est un enjeu sanitaire, un enjeu d'inclusion en termes de mobilité, parce qu'en fait, on voit bien qu'un certain nombre de personnes ne peuvent déjà pas se déplacer. Donc, on a cette zone à faible émission. Donc, profitons-en en fait pour repenser la mobilité sur le territoire et inclure ces personnes. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir une transition écologique, en fait. Et effectivement, de se dire, comment on travaille sur les territoires des mobilités qui sont durables. Donc, il y a l'enjeu, effectivement, de se dire, on peut accompagner les personnes financièrement pour accéder à un véhicule. Là, l'importance, il est aussi d'avoir des aides qui ne sont pas uniquement centrées sur les personnes qui sont dans la ZFE. C'est notamment ce qu'a fait Rouen, la métropole, en proposant des aides financières qui sont aussi pour les personnes qui sont en dehors de la ZFE. Et puis, en fait, ne pas s'arrêter là, mais aussi proposer un vrai plan de transition et donc d'avoir des vrais transports qui sont pensés en plus de la ZFE. Et là, je prends l'exemple de l'Eurométropole de Strasbourg, qui, en fait, a vraiment travaillé un plan adossé à sa ZFE en prenant en compte les communautés de communes. Alain Youn nous racontera. Marie ? Oui, juste pour compléter, les ZFE, c'est une opportunité. En fait, et on a pris ça, et dans les textes de loi, c'est vrai que c'est décrit comme étant une politique d'interdiction, une politique de restriction, de contrainte. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans tout le vocabulaire, dans les médias, dans les discours qui sont faits sur les ZFE. Et ceux qui s'emparent de ce sujet, ce sont les assos de représentants, des automobilistes en colère, etc. Ou de députés qui veulent tout simplement revenir dessus et l'interdire parce que ce serait de l'écologie punitive. En fait, on a pris le problème complètement à l'envers. Alors qu'en fait, les ZFE, ça reste une opportunité pour mieux respirer et on a tout intérêt à les étendre puisqu'on ne va pas se restreindre à améliorer la qualité de l'air sur juste les villes-centres, mais on a intérêt à améliorer la qualité de l'air, y compris pour ceux qui subissent le plus les problèmes. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à retourner tout le discours politique là-dessus. Donc, je crois que dans la mission Flash qui a été menée par des députés
cet enjeu a été compris et qui prévoit une campagne de communication sur le sujet en 2023, parce qu'on se rend compte que 2/3 des gens ne savent pas ce que c'est une ZFE. Alors moi, je fais des tests de temps en temps quand je donne des cours, je demande aux étudiants, vous savez ce que c'est qu'une ZFE? Et il y en a 1 ou 2 sur un amphi de 100 qui répondent et qui lèvent la main, ils disent je crois savoir. C'est bien parce qu'ils vivent dedans, mais ils ne savent pas encore ce que c'est. Et donc, on voit qu'il y a un véritable, il y a un vrai problème de pédagogie. Donc, au lieu de prendre la ZFE comme un problème à résoudre, à gérer, on devrait le prendre vraiment comme une opportunité et une politique de redéploiement. En fait, la ZFE n'est pas un problème pour les voitures. La ZFE est un sujet pour les transports en commun, pour les réseaux cyclables, pour l'implantation de véhicules partagés dans les zones périurbaines. C'est ça le sujet, en fait. Le problème, c'est pas je ne vais pas pouvoir rentrer dans la ZFE, c'est bon, ça va être quoi ma solution alternative? Et est-ce que ma solution alternative, elle va être prévisible, elle va être accessible? Est-ce que ça va être fluide? Parce qu'en fait, les gens, ils n'aiment pas devoir prendre plusieurs modes de transport. Donc, s'ils sont obligés de prendre leur voiture, de s'arrêter, de se garer, de prendre un transport en commun puis de remarcher, si ce n'est pas fluide, ça ne va pas. Et ça, dans les enquêtes de mobilité, ça ressort très nettement. L'intérêt du vélo, c'est qu'on fait un trajet d'un point A à un point B, sans interruption. Le problème du transport en commun, c'est qu'il va falloir prendre sa voiture, se garer, puis reprendre un ticket pour machin. Ça, c'est très important parce qu'on voit vraiment que les gens aiment à la fois leur confort, mais pas de fracture, pas de rupture dans le trajet. Donc vraiment pour les ZFE, il y a vraiment ce retournement à faire. C'est un projet de développement, d'amélioration de la qualité de vie. C'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, les gens ils auront envie de rester dans des zones denses. Si les gens ils vont habiter depuis plusieurs décennies dans des zones périurbaines, ce qui alimente l'étalement urbain, ce qui rajoute des coûts en termes d'infrastructures et de réseaux, c'est aussi parce que les villes étaient devenues peut-être sans doute invivables, parce qu'on ne peut pas se déplacer en sécurité avec des enfants, etc. Et l'enjeu de la ZFE, c'est aussi de redonner du mieux vivre en ville, et donc de limiter l'étalement urbain et la dépendance à la voiture. Merci. Merci.